Alors c'est une très très belle question. Et malheureusement, je vais devoir dire, il n'y a aucune raison. Et il faut tous qu'on le sache, y compris en tant que parent, le harcèlement est complètement aléatoire. J'ai dans mon bureau un poster qui a été réalisé suite aux photos que m'ont confiées les parents d'enfants qui se sont donné la mort suite à un problème de harcèlement et de cyberharcèlement. Et ce poster est un poster magnifique, avec toutes des jeunes filles, des jeunes garçons. Il y a un seul point commun à tous, c'est que ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont terriblement beaux. Ce sont des magnifiques jeunes filles, des super garçons. C'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer a priori, la personne qui aurait des stigmates, qui serait un petit peu invalidée par les autres. Non, non, ce sont des personnes qui avaient tout pour réussir. Absolument tout. Et donc ça montre qu'il y a, si profil il y a, c'est plutôt un profil qui ne laisse rien augurer, parce que c'est la deuxième caractéristique, l'ensemble de ses parents me disent systématiquement, et se le disent entre eux maintenant puisqu'on a réussi à les regrouper, on n'a rien vu venir. C'est comme un éclair dans un ciel bleu. On ne voit pas arriver le cyberharcèlement, on ne voit pas arriver le harcèlement. Quand on vous dit qu'il y a des signes, des indices, et comme on le fait beaucoup trop en France actuellement, qu'on dit que les enseignants doivent apprendre à repérer les micro-signaux. Vous imaginez, les parents ne voient rien, et on va demander à des enseignants de repérer des micro-signaux. J'étais récemment à BFM avec une responsable d'une de ces maisons de Marion qui expliquait, quand le journaliste posait cette question, hein, qui est celle que vous posez, à quoi est-ce qu'on voit le harcèlement? Des maux de ventre. J'ai dû arrêter, je suis généralement relativement agréable. Là, je me suis montré sans doute désagréable. Parce que, je dis, on ne peut pas dire ça à la télévision, faire une espèce de raccourci qui supposerait que les enfants qui ont mal au ventre sont harcelés, et que s'ils sont harcelés, ils vont à un moment donné avoir mal au ventre, ou avoir des baisses de résultats scolaires. Vous avez parfois des enfants chez lesquels ça se met en place de manière tout à fait inverse, et rien ne permet de prédire que votre enfant est plus à risque qu'un autre si vous êtes parent, parce que c'est complètement aléatoire. On ne peut pas demander aux enseignants de voir, donc il faut des systèmes de révélation. CyberHelp est un système de révélation qui permet à celui qui est agressé d'émettre un signal d'alerte. Les espaces de parole régulés sont aussi des signaux de révélation parce que les enfants ont confiance dans ce qui est mis en place, parce qu'il y a des règles qui les protègent, et donc ils vont oser parler. N'essayez pas de voir. Là aussi, c'est magnifiquement bien illustré. Pour moi, une des actrices qui m'éblouit le plus dans ce film, c'est celle qui joue le rôle de l'enseignante. C'est magnifique de jouer ce rôle-là avec cette espèce de gentillesse démunie, cette bienveillance absolue qui est celle qui fait le plus peur aux enfants. C'est la bienveillance qui fait peur aux enfants, parce qu'ils se disent que même si les gens qui m'aiment ne sont pas en mesure de m'aider, sur qui est-ce que je peux compter? Vous savez, la bienveillance, c'est très sympa, mais si je vous dis, vous devez être opéré ce soir, et j'ai 2 chirurgiens à votre disposition. Le premier, il est très sympa. Très très sympa, il est bourré d'empathie, mais vous serez sa première opération. Et son matériel, il n'est pas terrible, il l'a bricolé comme il pouvait. Il y en a un autre, par contre, il est teigneux comme pas deux, il est d'une humeur massacrante 3 jours sur 4, et il est insupportable, il n'a aucune empathie, mais ça fait 40 ans qu'il fait cette opération, et il a un matériel dernier cri. Vous choisissez lequel? Vous choisissez sans doute celui qui va vous donner un sentiment d'efficacité. La bienveillance non équipée, elle fait terriblement peur aux enfants. Et c'est pour ça que ce rôle est magnifiquement joué, parce que les enseignants sont en mesure de s'identifier. Si vous regardez un film comme Manon 13 ans pour toujours, là, je vous assure que moi j'ai eu l'occasion de le voir avec des enseignants, ils sortent là, soit ils sont furieux, soit ils ont la tête basse. On leur montre une école fuyante, évitante, niante, déniante, tout ce qu'on ne doit pas faire et qu'on ne sait pas faire, et ce que je ne rencontre pas dans les écoles. Moi, je ne rencontre pas d'écoles qui disent « on veut rien faire, on s'en fout de cette histoire ». J'entendais ça il y a 15 ans. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, il faut que les enfants apprennent à être costauds. C'est fini, je n'entends plus du tout ça, mais effectivement, demande d'outils, demande aussi, non pas de diagnostic, et là, votre question est tout à fait pertinente, justement parce que n'essayez pas de repérer celui qui est à risque de harcèlement, et même celui qui a risque d'être harceleur. Et là, le film me le montre très bien. C'est pas un méchant, c'est parfois des gens super sympas, qui sont bourrés de charisme, qui sont super drôles, que les profs apprécient, et parce qu'ils ils ont des profils de dominants, et ils sont effectivement tout à fait attractifs dans leur façon d'être sociale, mais quand vous avez un pouvoir démesuré,
vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pas très loin d'ici, à Namur. Je donnais une conférence sur le harcèlement. Et c'est un espace un peu comme celui-ci, pas très bien éclairé, et puis il y a une personne qui lève son doigt pour poser une question. Et je lui donne la parole, et je reconnais vaguement ses yeux, mais vous savez, très très vaguement. Et puis il commence en me disant, c'est bien, tu fais des belles conférences sur le harcèlement, mais tu te rappelles en réto. Et là, je vais revivre un très grand moment de solitude. Il va m'expliquer une scène que lui, il a gardée précisément dans sa tête. Il va se rappeler exactement de ce que j'ai dit, qui était là. Moi, j'avais juste cru que j'étais marrant. J'avais fait mon petit Dr House, hein, j'avais cassé quelqu'un devant des gens qui avaient trouvé ça très drôle. Moi, j'aurais jamais imaginé, c'est un grand moment de solitude, hein, quand vous vous rendez compte que ce que vous dénoncez, ce sur quoi vous luttez, ben, un jour, vous l'avez activé. C'est ça le principe du harcèlement. Alors, il n'y a pas de profil de harceleur, il n'y a pas de profil de harcelé, vous avez des tas de recherches qui coûtent des ponts, hein, il faut bien le dire, hein, pour essayer de déterminer des profils, et qui finissent toujours par vous dire, c'est complexe, hein, il n'y a pas vraiment de profil, le phénomène est complexe. Là, c'est pour ça que j'ai parfois du mal avec mes collègues qui font de la recherche, parce que la recherche, si elle ne débouche pas sur des recommandations qui permettent d'agir concrètement, elle n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Hein. Et donc, sur ce plan-là, pas de profil, vous n'en trouverez pas. Et Abdel ne correspond à aucun profil, Nora non plus, et l'ensemble de ceux que vous voyez là ne correspondent à aucun profil, parce que c'est aléatoire, y compris dans votre classe. Vous pouvez avoir une classe qui se configure d'une manière telle que le harcèlement va devenir possible. C'est pas du tout lié à vos qualités enseignantes, à votre manière de gérer les choses. C'est une configuration qui se met en scène, et qui se met en scène généralement tous les ans avec le même rythme saisonnier. Hein. En septembre, tout va bien. À partir de la mi-octobre, première secousse émotionnelle dans les classes. À partir de janvier, les sous-groupes se solidifient en agressant ceux qui sont mis en périphérie. Et puis à la mi-mai, tout ça s'arrête de nouveau, et vous aurez ça tous les ans. La configuration va juste changer, et si vous n'êtes pas équipé, ben vous allez faire ce qu'on fait tous quand on fait de la pédagogie. Hein. La pédagogie, la meilleure définition qu'on en donne, c'est l'art de couver du chaos. Ça va, cette année, j'ai pas eu trop de problèmes. Et on met ça, une espèce d'éteignoir, d'étouffoir, pour que ça tienne le coup jusqu'à la fin de l'année. Et puis, comme c'est saisonnier, ben, ça va revenir l'année d'après. Et si vous n'êtes pas outillé, équipé, vous allez voir des rythmes saisonniers risquer d'écraser les enseignants. C'est ce qu'on appelle l'usure de compassion, hein, qui est ce qui menace tous les enseignants qui ont une caractéristique professionnelle qu'aucun autre professionnel ne partage avec eux, c'est que tous les enseignants sont des anciens élèves. Hein. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est rentré dans une boîte qu'on appelle l'école et qui n'est jamais sorti de cette boîte. Et donc, vous rentrez dans cette boîte, vous souffrez en tant qu'élève. Hein. Tout le monde ici a certainement des souvenirs de souffrance, soit parce qu'il a pleuré, soit parce qu'il a fait pleurer quelqu'un, soit parce qu'il a vu quelqu'un pleurer. Et ces souvenirs, eh bien, ils sont réactivés dès que vous sentez que dans votre classe, c'est pas le pays des bisounours, qu'il y a effectivement des enfants qui souffrent, et que vous essayez, vaille que vaille, de faire en sorte que ça tienne jusqu'à la fin de l'année sans qu'il y ait des drames absolus. C'est ça qui va user, réveiller vos propres émotions en se préoccupant des émotions des autres. C'est pour ça que c'est important d'équiper les écoles et d'accompagner les enseignants dans cet équipement, parce que c'est quelque chose qui est demandé par eux, les enseignants comme les directeurs d'école.